Les affaires Tiberi, RPR-UDF dénonce un complot du gouvernement pour déstabiliser l'opposition, voire le chef de l'État. 35 heures par semaine, le vote définitif a eu lieu cet après-midi. Certaines entreprises ont décidé de ne pas attendre pour appliquer cette nouvelle loi. C'est notre enquête ce soir. Rouler avec les phares code allumés en plein jour pour assurer une meilleure sécurité sur la route. Il y a les pour, les contre, le sujet est à l'étude. Bronzage intégral assuré. De nouveaux textiles le permettent. Plus besoin d'ôter votre maillot de bain pour bronzer parfaitement. Alerte sur la Croisette aujourd'hui. Le festival recevait la star des stars, Bruce Willis, venu présenter une super production. Émeute garantie. Madame, monsieur, bonsoir. On peut dire presque en l'affirmant, c'est la première fois en France qu'un couple politique focalise sur lui les feux de l'actualité. Depuis hier, entre l'emploi fictif présumé de Xavier Tiberi auprès du Conseil général de l'Essonne et des emplois fictifs dénoncés à la mairie de Paris dont Jean Tiberi est le maire, on se mélange un peu. Mais les faits sont là. Et cette double attaque les dépasse aujourd'hui, car le RPR et l'UDF et toute l'opposition évoquent en termes clairs une opération de déstabilisation de l'opposition, voire du chef de l'État, par le gouvernement et la majorité de Lionel Jospin. Ce qui a donné lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale à une passe d'armes très sèche entre l'opposition et le Premier ministre. Récit de la journée, Jean-Baptiste Prétali. Pour rien au monde, Jean Tiberi n'aurait manqué ce rendez-vous, l'exposition sur Alexandrie. En ces temps troublés, le maire de Paris et son épouse ont ostensiblement affiché leur lien avec le chef de l'État et sa femme. Mais la riposte politique se préparait ailleurs. Ce matin, réunion de tous les parlementaires RPR. À l'ordre du jour officiel, l'alliance avec l'UDF, mais on peaufine aussi la contre-attaque sur l'affaire Tiberi. Les socialistes ne seront pas déçus de la fermeté de notre réplique. 2 heures plus tard, on évoque toujours les affaires de la mairie et ses conséquences éventuelles pour le chef de l'État. Mais le RPR joue une nouvelle carte, la mise en cause de Lionel Jospin, haut fonctionnaire sans affectation durant quelques années. Il est vrai que dans le même temps, il est très occupé par des responsabilités éminentes dans un grand parti politique. S'agit-il d'un emploi fictif? Si à travers cette question mesquine, et pour lequel le droit comme les traditions dans ce pays sont claires, vous voulez évoquer d'autres problèmes, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, alors faites-les clairement. Sur l'incident lui-même, pas d'autre réaction officielle de Matignon. On s'en tient au principe. Sur les affaires de la mairie de Paris, la justice est saisie et elle suit son cours en toute indépendance. Et pour le reste, on ironise. Vouloir faire l'amalgame entre des situations totalement différentes, je ne crois pas que c'est comme ça que l'opposition, en posant ce type de questions, va se refaire une centrée. Interrogé toutes les semaines, Lionel Jospin sur son activité professionnelle, le RPR se l'est promis, histoire de desserrer l'étau autour de Jean Tiberi, du RPR et de Jacques Chirac. Pour ce qui concerne l'autre affaire donc concernant Xavier Tiberi et son emploi fictif présumé par le Conseil général de l'Essonne, Jean Tiberi accuse le juge d'instruction chargé du dossier d'avoir en quelque sorte par avance condamné sa femme en organisant un battage médiatique autour de son interrogatoire d'hier lundi. Dominique Verdeillan. Perquisition chez les Tiberi, deuxième. Ce n'est pas la première fois que des policiers accompagnent Xavier Tiberi chez elle. En juin 1996, le juge Alphen met la main sur un rapport signé Xavier Tiberi. Le Conseil général de l'Essonne l'a payé 200 000 francs. La justice s'inquiète du rapport qualité-prix. Octobre 1996, épisode rocambolesque d'un hélicoptère dans l'Himalaya. Le procureur Laurent Davenas apprend que dans son dos, son adjoint a ouvert une information judiciaire. Résultat, le couple Tiberi est mis en examen. Juillet 1997, la justice décèle un vice de forme. Le dossier est tout simplement annulé. Mais les magistrats n'ont pas dit leur dernier mot. Un rapport de la Chambre régionale des comptes déclenche une nouvelle enquête préliminaire sur les emplois fictifs dans l'Essonne, d'où la colère de Jean Tiberi. Qu'un procureur de la République se permette de violer le droit et les règles élémentaires de déontologie est affligeant et inacceptable. Violer le droit parce qu'il y a une décision de la Cour d'appel il y a un an qui est définitive et on n'a pas le droit de revenir dessus ou même de le contourner.
Deuxième contrariété pour Jean Tibéry, les écrits du procureur. Laurent Davenas évoque l'affaire dans un ouvrage et publie le rapport annulé par la justice. Elisabeth Guigou a décidé de consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Troisième contrariété pour le couple Tibéry, Laurent Davenas n'a pas ouvert d'informations judiciaires. Il agit en enquête préliminaire. Conséquence de ce choix de procédure, Xavier Tibéry n'a pas accès à son dossier pour se défendre et Laurent Davenas peut décider seul de la renvoyer devant un tribunal correctionnel. Dans cette ambiance, la proposition des députés UDF de fonder un groupe commun avec le RPR à l'Assemblée nationale est presque passée inaperçue. C'est pourtant le premier signe tangible, concret de cette nouvelle alliance de l'opposition. Édouard Balladur estime qu'il faut étudier de près cette proposition. Et puis dans un entretien au Monde, le président du groupe parlementaire RPR à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, demande à Jean Tibéry et à Jacques Toubon de s'entendre à propos de la mairie de Paris. Sinon, dit-il, il faudra peut-être les exclure. Après les débats houleux du début de l'après-midi à l'Assemblée nationale, le Parlement a repris ses travaux pour voter cette fois-ci définitivement la loi sur les 35 heures, appelée la loi Aubry. Les votes ont été clairs, la majorité plurielle a voté pour, l'opposition contre. Et quelle que soit sa façon de penser, ce texte fait partie des lois qui resteront dans l'histoire. En voici donc un bref rappel tel qu'elle a été adoptée cet après-midi. Laurent Bailly. Les 35 heures s'appliqueront dès le 1er janvier 2000 à toutes les entreprises de plus de 20 salariés et 2 ans plus tard pour les autres. Les sociétés qui recruteront au moins 6% de personnel en plus recevront une aide de l'État de 9 000 francs par salarié et celles qui passeront carrément à 32 heures recevront 1 000 à 4 000 francs supplémentaires. Ça, c'est le cadre légal, mais beaucoup de choses se décideront lors de la négociation entre employés et employeurs, même dans les entreprises où les syndicats ne sont pas implantés. Un salarié sera alors désigné, mandaté par le syndicat de son choix pour négocier avec son patron. Au cœur des discussions qui ont déjà commencé sur le terrain, les salaires. Doivent-ils baisser pour compenser la réduction de la durée du travail ou au contraire augmenter, même légèrement, pour ne pas pénaliser le pouvoir d'achat? Autre point clé, l'organisation du travail. Journée plus courte ou jour de congé supplémentaire. Enfin, une seconde loi, fin 99, devrait lever les incertitudes qui pèsent sur le calcul du SMIC, mais aussi sur la définition du temps partiel, sur le travail des cadres et le recours aux heures supplémentaires. La loi sur les 35 heures par semaine va donc s'appliquer dès l'an 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés. Quelle que soit la taille de ces sociétés, certaines ont décidé de devancer donc la loi. Exemple, cette entreprise d'entretien de jardin, 32 employés, pas de syndicat donc, mais la volonté du PDG de ne pas être pris de court. Depuis 3 mois, il a donc fait appel à un consultant pour mettre au point la formule des 35 heures par semaine, des discussions, des négociations que nous avons suivies au jour le jour. C'est notre enquête de ce soir. Sébastien Vibert, Jean-Louis Boussaert. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Là c'est bon, tout le monde en a eu? Non, je l'ai pas eu. Tout le monde, non, pas encore. Ok, je vous remercie. Premier contact, pas franchement jovial. Cet homme est un consultant appelé en renfort par le patron. Sa mission, faire passer l'entreprise aux 35 heures. De rien. En cet après-midi de mars, le voilà qui distribue des questionnaires de motivation, suffisants pour susciter méfiance et scepticisme. La société Arbres et Paysages compte 32 salariés, ouvriers paysagistes pour la plupart. Pas de syndicat. Quelqu'un de motivé en vaut deux, tout le monde le sait. Si quelqu'un n'aime pas son travail, s'il se lève le matin en se disant « Eh merde, encore une journée à tirer et puis vivement ce soir qu'on se couche », c'est sûr qu'il ne sera pas très bon dans son boulot, il fera des choses de moins bonne qualité, il sera moins motivé, il va avoir une production qui va être médiocre. Le patron, c'est lui, Thierry Disson, 39 ans, ancien jardinier qui a fondé son entreprise il y a 11 ans. Quitte à réduire le temps de travail, essayons de trouver des façons de travailler mieux. Essayons de trouver d'autres façons de s'organiser autrement. Joël Lucas et Thierry Disson se donnent alors 3 à 4 mois pour convaincre et signer un accord avec les salariés. Une nouvelle façon de travailler, c'est aussi le challenge. Travaillons moins, travaillons mieux. Merci à tous. Je répète, si vous avez des questions, notez-les. Notez-les. 10 jours plus tard, Jérôme Marie, 24 ans, élagueur, n'est toujours pas convaincu. Comme tous ses collègues, il multiplie les heures supplémentaires, surtout le samedi. Avec les primes, son salaire atteint 11 000 à 12 000 francs par mois. C'est bien de penser aux 35 heures, je veux dire, on pense tous aux loisirs, tout ça, mais les loisirs, ça engendre un besoin d'argent. Et si on fait plus que 35 heures, on aura moins d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez nous? Rien. Ce que je veux, c'est que l'entreprise fonctionne, qu'elle fonctionne bien, et si possible, que tout le monde soit heureux dans l'entreprise.
Donc ça, le bonheur, moi je peux pas savoir à votre place qui c'est qui est heureux. Le bonheur dans la bouche d'un patron, a priori c'est peu banal. Pourtant, entre la poire et le fromage, ça permet de parler rendement, productivité, fiche de paye. Le plus, c'est grimper, quoi. Le jour où le chef d'équipe il est plus là, ça va être donc un des gars qui travaille dans l'équipe et lui il sera payé comment? 35 heures, payé 39, un casse-tête pour le patron. Il y aura bien sûr les aides de l'État, mais les ouvriers le savent, ce sont eux sur les chantiers qui devront être plus efficaces, mieux organisés. Et le consultant est là pour ça. On y va pour l'entretien? D'accord. C'est parti. Vous installez banc en face là-bas de l'autre côté? Entretien individuel avec tous les salariés. Au fil des jours, le consultant devient aussi confident. Disons qu'il y a un stress permanent, je dirais ici. Dans mon petit coin de tête, je me dis qu'un jour, je serai remercié gentiment. On a retiré la soupape là, donc tout sort. Et c'est ça qu'il faut. D'abord, il se lâche. Ensuite, ça fait du bien de se lâcher. Et troisièmement, quand il se lâche et quand tout le monde, chacun son tour, donne son point de vue sur les choses, on finit par détecter des choses qui reviennent régulièrement. Et finalement, il n'y a rien à inventer. Les problèmes, tout le monde les connaît. Simplement, tout le monde ne les voit pas. Au bout de 3 mois, après des heures et des heures de discussion, un programme est élaboré. Et un beau jour de mai, ce sont les employés eux-mêmes qui défendent le projet d'organisation des 35 heures. Des chantiers qui ne sont pas rentables. À la clé, horaires variables selon les chantiers et les saisons. Heures supplémentaires récupérées en congé et non plus en argent. Moins 8% sur la feuille de paye, mais avec une prime d'intéressement. On est à peu près dans la bonne voie, levez la main. Accord conclu à l'unanimité. L'accord passé entre la Commission européenne de Bruxelles et le gouvernement français pour la survie du Crédit Lyonnais passe par une privatisation de la banque publique et une réduction assez importante de ses activités, fermeture d'agences en France et de représentation à l'étranger. Les syndicats unis pour la circonstance protestent contre ce plan et plus de 3000 salariés de l'entreprise défilaient aujourd'hui à Paris. Jean-Paul Chapelle, Alain Locatio. L'ultime plan de sauvetage du Crédit Lyonnais est désormais entériné. Aujourd'hui dans la rue, 3000 salariés en redoutent déjà les conséquences. D'ici octobre 99, la banque devra vendre le tiers de ses actifs. Des bijoux de famille d'une valeur de 620 milliards de francs, l'essentiel des filiales européennes. On sait très bien que les filiales à l'étranger rapportent beaucoup d'argent au Crédit Lyonnais, ce qui fait que ça va nous diminuer. C'est le sacrifice imposé par Bruxelles en échange de l'aide massive de l'État. Punie pour avoir voulu grossir à tout prix, la grande banque internationale va devenir une banque 2 fois plus petite que son concurrent, la Société Générale. Une petite banque régionale, avec de moins en moins de moyens, et on aura de plus en plus aux gens. Voilà ce que ça crédirait demain. En France, la banque devra fermer 70 agences pour n'en conserver que 1850. Mais le spectre de la faillite est définitivement écarté. Pourquoi? Parce que je pense qu'on remonte lentement et qu'on est peut-être sur la bonne voie. Reçu à Matignon, l'intersyndicale n'a obtenu que des confirmations. Le Crédit Lyonnais sera privatisé l'an prochain. L'État français s'est engagé à ne garder que 10% du capital. Toute l'activité de l'arsenal de la Marine nationale de Toulon est bloquée depuis ce matin. Les ouvriers entendent ainsi protester contre le départ d'un navire de la Marine de guerre qui va être réparé dans un chantier privé, comme c'est prévu par le ministre de la Défense. Un chantier qui offre des prix et des délais plus intéressants que l'atelier de la Marine nationale. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier, une clinique privée de la ville, ont décidé d'informer 600 patients du risque même minime qu'ils pouvaient éventuellement encourir dans la mesure où pendant 8 ans, entre 83 et 91, ils ont été traités par un médecin malade du sida et qui, a priori, l'ignorait. Éric Lemasson. Ici à Limoges, mais aussi à Montpellier, plusieurs centaines de personnes ont reçu un courrier les invitant à contacter l'hôpital pour un test de dépistage du sida. Tous sont passés entre les mains d'un médecin, assistant chirurgien des CHU de Montpellier puis de Limoges, qui vient de se découvrir porteur du virus du sida. C'est le principe de précaution qui conduit la DAS et les hôpitaux à recenser tous les patients soignés par ce jeune médecin. Il s'agit de lever tout doute sur une éventuelle contamination. Sur le plan médical, on ne peut pas dire que le risque est zéro, sinon nous n'aurions pas mis en route cette opération, mais très rigoureusement, ce risque est infinitésimal. Faible risque donc, mais le sida, depuis l'affaire du sang contaminé, est un sujet qui rend prudentes les autorités sanitaires.
De 1983 à 86, le médecin malade a exercé comme aide opératoire à la clinique Saint-Roch de Montpellier, puis au CHU de Montpellier jusqu'en 1991 et enfin au CHU de Limoges jusqu'en décembre 1993. Au total, environ 800 patients ont été à son contact. Un groupe de jeunes Français en excursion en Italie a été victime d'un accident de la route. Leur autocar s'est retrouvé sur le bas-côté et s'est renversé dans un ravin pour une raison encore inconnue. Une jeune fille de 14 ans, originaire de Volvic en Auvergne, est morte après son transport à l'hôpital. La trentaine d'enfants qui se trouvaient à bord a été placée en observation par mesure de sécurité. Le code de la route doit-il changer en France? Les automobiles clubs pensent que oui, et ils lancent une campagne pour rendre obligatoire en plein jour la circulation des automobiles avec les phares allumés en code. Il y a les pour, il y a les contre. Les motos sont déjà obligées d'allumer leur code en plein jour. Reportage Marie-Pierre Samitier, Philippe Turpot. Dans la moitié des collisions de jour, les victimes n'ont pas vu l'autre voiture arriver. Alors, allumer les feux de croisement en plein jour sauverait 900 vies chaque année, selon ce rapport commandé par la Commission européenne. Ce que nous demandons, c'est qu'à partir du passage à l'horaire d'hiver prochain, c'est-à-dire le 25 octobre, ce soit une mesure qui soit généralisée pour la France, qu'on fasse une expérience d'1 an, et puis au bout d'1 an, nous en sommes sûrs, on verra qu'il y a une chute très forte des accidents en France. Cette mesure est déjà obligatoire dans les pays nordiques ou au Canada où la luminosité est faible. En Israël, on a dû l'abandonner car les automobilistes avaient des problèmes de batterie. En France, le projet est à l'étude, mais on objecte que cette mesure a des inconvénients. C'est une mesure qui a un coût, effectivement, puisqu'elle se traduit par une augmentation de la consommation de carburant. Elle se traduit aussi par une surconsommation des lampes, parce que nos codes actuels ne sont pas faits pour être en fonction toute la journée, par des problèmes de pollution accrue également. Car la consommation serait de 10% supplémentaire. Mais les motards surtout sont opposés à ce projet car, disent-ils, on ne les distinguerait plus, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque pour eux, les feux sont déjà obligatoires. La fronde des habitants de Fontolière, un petit village de l'Ardèche. Ils estiment que le prix de l'eau est beaucoup trop élevé, environ le double de la moyenne nationale. Et depuis 5 ans, eh bien, ils refusent de payer. L'audience du tribunal a eu lieu aujourd'hui à Aubenas et le jugement mis en délibéré. Les plaignants étant tellement nombreux dans cette affaire que les débats ont eu lieu dans un gymnase car le palais de justice était trop petit. Benoît Gadret, Philippe Fivet. L'audience exceptionnelle s'est tenue dans un amphithéâtre d'un lycée. Impossible de faire autrement à Aubenas, car pour faire comparaître 248 personnes, le tribunal d'instance de la ville était trop exigu. 248 consommateurs ardéchois qui, malgré les injonctions, refusent de payer leur facture d'eau. Il faut bien les arroser. Tous les jours, il en faut un peu. Raoul Souterrain est de ceux qui boycottent les paiements. En 5 ans, sa facture a été multipliée par 2. Et pour cet ancien cantonnier, l'eau représente plus de 3 000 francs par an. Ça compte pour les petits retraités, parce qu'on n'a pas 10 000 francs de retraite pour moi. Pour une consommation moyenne, le prix du mètre cube d'eau se monte ici à 26 francs. Il serait près de 1000 foyers à ne pas régler leurs factures. En attendant les jugements, ils déposent l'argent chez un huissier. Nous demandons à ce que tout soit mis à plat, que nous allions au bout des choses, à savoir qu'on nous définisse exactement le prix de l'eau, le prix de l'abonnement. Plus de transparence, c'est ce que ces consommateurs demandent au syndicat des eaux qui regroupe 88 communes. L'exploitation du réseau a été confiée à une société privée. Et si le prix a augmenté, c'est que des investissements importants, disproportionnés selon l'association, ont été réalisés. Une usine de production d'eau potable et pas moins de 22 stations d'épuration pour préserver la rivière Ardèche. Pour avoir de l'eau en quantité suffisante et en qualité suffisante, il y a un coût à la sortie. La justice se prononcera en septembre prochain, mais d'ici là, il y aura un autre procès, et cette fois-ci, ils seront près de 400. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai, je vous donnerai votre espérance de vie. Une étude européenne prouve que l'alimentation a une part importante dans l'espérance de vie, selon les pays. Exemple, le Sud et son huile d'olive qui évite les problèmes cardiovasculaires. Enquête, Françoise Vallet et Hervé Pozzo. 72% des Français ne mangent pas assez de légumes. Rien que ça. Ça vous paraît beaucoup? Ça me paraît énorme. Effectivement, toutes les personnes que je connais qui sont autour de moi du sexe masculin ont plutôt tendance à manger autre chose que des légumes. Quoi, par exemple? Je sais pas, des pâtes, des frites, plutôt des féculents. Et il y a pire que nous.
En Hollande, 98% de la population ne mange pas assez de légumes. Les Français, les Hollandais, devraient consommer beaucoup plus de fruits comme leurs voisins italiens ou espagnols. Les études comparatives entre les différents pays sont enrichissantes. Par exemple, il y a beaucoup moins d'accidents cardiovasculaires au sud de l'Europe qu'au nord. Il y a 4 fois moins de cancers du sein en Suède qu'au sud de l'Italie. On sait que la plupart des maladies, des cancers, des maladies coronariennes sont en rapport avec la consommation de vitamines, etc. Et que c'est dans les fruits et les légumes qu'on les trouve. Désormais, il n'y a plus à hésiter. Toutes les études montrent que les légumes et fruits frais ont un rôle protecteur, au contraire des frites, sandwichs, hamburgers, beaucoup trop riches en mauvaise graisse. En fait, c'est toute une hygiène de vie qu'il faut respecter. Un des premiers conseils, c'est d'augmenter son activité physique et sans avoir à courir le marathon, dans sa vie quotidienne, d'augmenter cette activité. D'autre part, manger de tout en quantité raisonnable, variée, diversifiée, en privilégiant la consommation de fruits et légumes, en réduisant la consommation de graisses d'origine animale, en mangeant des produits céréaliers, pâtes, riz, pain, et en ayant une consommation de produits laitiers ou de sources de calcium qui soit suffisante. L'idéal, c'est le régime méditerranéen. Pour des raisons économiques, les pays du Sud ont longtemps échappé aux excès. Leur nourriture traditionnelle les a protégés. Mais aujourd'hui, ils sont en train eux aussi de prendre de mauvaises habitudes alimentaires. L'actualité internationale, un document qui tombe mal pour les autorités chinoises qui voudraient bien redorer leur blason en matière de droits de l'homme. Une équipe de télévision canadienne a filmé à plusieurs reprises les locaux du commissariat central de Shanghai, où visiblement des détenus subissent de mauvais traitements, c'est le moins qu'on puisse dire. Jérôme Bonny, Frédéric Bonnet. Dans les bureaux de la police centrale du quartier de Luwan, à Shanghai, les mauvais traitements sont fréquents. Pendant des périodes de garde à vue qui peuvent s'éterniser, tous les moyens sont bons pour faire avouer le prévenu. Mais cette fois-là, le mois dernier, une équipe de la télévision canadienne était à proximité. Pour l'organisation Amnesty International, qui s'intéresse au sort des prisonniers dans le monde entier, la Chine est un pays prioritaire. Nous recevons, j'ai envie de dire presque quotidiennement, des informations par des sources qu'on ne peut pas dévoiler bien sûr, qui font état du caractère presque systématique de la torture et des mauvais traitements. Et les images qu'on voit sont des images qui malheureusement sont le reflet de la réalité. Et c'est bien souvent beaucoup plus sévère. On parle non seulement des coups qu'on a vus, mais également de torture avec des outils un peu sophistiqués, la matraque électrique notamment, appliquée sur les parties génitales. Quand les autorités chinoises, soucieuses de leur image à l'étranger, ouvrent les portes de leur prison, elles les choisissent bien. Ici, la prison modèle de Qingpu. Mais la réalité est souvent loin de ces scènes de jardinage. Dans les locaux de la police de Shanghai, le passage à tabac fait partie de la routine comme la popote. Et tant pis, ou tant mieux, si les habitants du quartier le savent, c'est ainsi qu'on apprend à craindre sa police. En Indonésie, le sort du régime du président Suharto est peut-être soumis au verdict de la grande journée de manifestation de demain, mercredi. En attendant, aujourd'hui, le chef de l'État a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, mais qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Quant à l'armée, elle lui reste fidèle. Pour le moment, plusieurs milliers d'hommes ont été de nouveau déployés dans les principales rues de la capitale, Jakarta. À l'origine de la crise indonésienne, la crise financière dans toute l'Asie bien sûr, et le plan de redressement imposé par la suite par le Fonds monétaire international et qui s'est concrétisé par la hausse des produits de première nécessité, rendant encore un peu plus pauvre ce qu'il était déjà. Reportage sur place, Laurent Boussier, Bruno Giraudot. Assis sur le pas de sa porte, Guédé regarde impassible le va-et-vient des enfants et le travail incessant des femmes. Nous sommes à Rawagambunchi, un des quartiers pauvres de Jakarta. Ici, ni eau courante, ni tout à l'égout. Des familles qui vivent à 10 ou 12 dans l'unique pièce de baraque faite en tôle ondulée. Pourtant, il y a 3 mois encore, Guédé était plutôt satisfait de son sort. Soudeur dans le bâtiment, il gagnait environ 800 francs par mois, un bon salaire en Indonésie. Mais en février, quand le chef de chantier les a réunis, lui et ses collègues, il a tout de suite compris que l'hôtel qu'il était en train de construire ne serait jamais fini. Un cyclone économique balayait l'Indonésie, la roupie était dévaluée, le chômage explosait et les prix flambaient. Avec Suharto, tout a augmenté, l'huile et le riz.
Mais les salaires de ceux qui ont encore du travail restent trop bas. Des fois même ils diminuent. Tout le quartier a été frappé et derrière les sourires de politesse flotte une rumeur de révolte. Chauffeur de Bajaj, ces tricycles taxi, Mouillero a décidé d'aller demain à la grande manifestation de l'opposition. Une manifestation où tout peut arriver, provocation, pillage, répression. C'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes s'ils ne nous laissent pas passer. Mais à moi, ça ne me fait pas peur. Demain, aux côtés des étudiants et des hommes politiques d'opposition, ce sont les habitants de ces quartiers, les laissés pour compte de l'économie indonésienne, qui manifesteront en masse. Il est difficile de renoncer à un succès mondial, comme ce fut le cas pour la coccinelle de Volkswagen. Il y a quelques années, la production avait pourtant été arrêtée. Elle redémarre via les États-Unis avec un nouveau modèle qui débarquera en Europe vers la fin de cette année. Mais pour l'instant, la voiture connaît quelques ratés. Le moteur chauffe, paraît-il. Washington, Philippe Gasson. La nouvelle coccinelle est bien la coqueluche de l'Amérique, la folie. Pourtant, on n'en voit pas beaucoup sur la route. 8000 seulement ont été livrés pour l'ensemble des États-Unis. C'est bien peu. L'usine de Puebla au Mexique n'en fournit pas suffisamment pour faire face à une véritable fièvre acheteuse. Il faut dire que son succès immédiat a surpris, alors les concessionnaires tentent de canaliser la demande. Car après le travail, l'Américain intrigué vient voir la star de plus près. Le vendeur explique qu'il s'agit là de la toute dernière et qu'elle ne sera vendue que lorsque les prochaines livraisons arriveront. Car le problème, c'est l'approvisionnement. Il pourrait s'en vendre 50 par mois sans aucun souci. Le concessionnaire Volkswagen est un homme heureux. Les contrats pleuvent, les clients, eux, doivent s'armer de patience pour des livraisons souvent renvoyées aux calendes. En fait, nous avons une liste d'attente de plus de 80 personnes pour des coccinelles. Nous demandons entre 6 et 8 semaines de patience. Des promesses de vendeurs, car il arrive souvent que l'on doive compter beaucoup plus selon la couleur ou les options demandées. Mais on patiente. Pourquoi? Oh, ça me donne l'impression de revenir dans les années 60 et je trouve ça super. La nostalgie n'est pas absente du phénomène, le penchant pour les contacts non plus. Je rencontre beaucoup de gens rien qu'en conduisant la voiture. Partout où je vais, on me pose des questions. Dans ce pays prospère où un achat peut en cacher un autre, où le verbe avoir est conjugué à tous les temps, ils sont très nombreux à se demander s'ils vont pouvoir vivre sans. Si vous voulez passer inaperçu aux États-Unis, évitez une voiture comme celle-ci, préférez plutôt une Porsche, une Jaguar ou une BMW. De nouveaux incidents qui nous ont été signalés et filmés par nos équipes cet après-midi à la Foire du Trône, pelouse de Reuilly à Paris. C'était une journée porte ouverte pour les jeunes. 14 jeunes ont été interpellés. Il y a eu des bagarres entre jeunes et forains, jeunes venus des banlieues avoisinantes, et puis jeunes et police. Plusieurs magasins, vous le voyez, ont même été pillés, je vous l'ai dit. 14 personnes ont été interpellées, plusieurs voitures ont été endommagées. Au salon textile qui vient de se tenir à Villepinte en région parisienne, seuls les professionnels ont été conviés à découvrir les nouveaux tissus qui ne vous empêchent pas de bronzer au travers, sans oublier les nouveaux textiles parfumés. Jean-Claude Alanic, Alain Poirier. Les adeptes du bronzage intégral n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Avec les maillots de bain transbronzants, plus besoin d'offenser la pudeur pour bronzer sur tout le corps. Le secret de ces nouveaux textiles, des fibres qui laissent passer 30% des UVA, les ultraviolets qui font bronzer, tout en bloquant les UVB, ceux qui abîment la peau. Et ça marche. La Stéphanie, avec son maillot de bain 2 pièces, va pouvoir bronzer sans marque et c'est comme si elle avait une protection écran total 10 sur sa peau. Et pour les hommes, ça marche aussi. Quand un homme met un shorty et qu'il a ses marques, après quand il veut passer au bikini, bah, c'est pas joli du tout parce qu'on a à peu près 10 cm ou 15 cm où on voit du blanc. Ça vous plaît pas? Eh ben non, je trouve ça inesthétique. Pour les esthètes, justement, les collants, eux aussi, permettent de bronzer tout habillé selon le même principe. Question d'homme, à quoi ça sert de mettre des collants pour bronzer? Carrément bronzer. Toutes les femmes vous le diront, dès l'arrivée des premiers beaux jours, on a toutes les jambes blanches et là c'est une phase critique où on a quand même envie de profiter des jeunes, de très jolies tenues et on a envie de montrer nos jambes. Tout n'est pas fait pour être montré à tout le monde. Au rayon des dessous féminins, petite culotte à la mandarine, à la poire ou à la pomme verte. Et là encore, c'est de la haute technologie. C'est un vrai parfum qui est inséré dans des microcapsules et les microcapsules sont déposées dans la matière. Vous voulez sentir ça? Une petite culotte. Ça sent très très bon. Très léger, je sais pas.
vanille fleurie, banane. Extraordinaire. À mon avis, les garçons vont énormément s'amuser. Hein. Cette fois, ça y est, les 25 des 28 présélectionnés pour la Coupe du Monde de football sont arrivés à Clairefontaine. Il ne manque que les 3 Français qui joueront demain la finale de la Ligue des Champions, à savoir Deschamps, Zidane et Carambeu. Le travail de préparation a donc véritablement commencé. Yann Lavoie, André Germain. Ils sont 28 sur la ligne de départ, mais ils ne seront que 22 dans quelques jours à partir en stage au Maroc. Les 22 qui disputeront ensuite la Coupe du Monde. 6 resteront sur le carreau, mais lesquels? Question récurrente à laquelle les joueurs ne veulent pas penser, car ainsi sont faites les règles de la sélection. Ma vie a été faite d'attente et de doute quant à une certaine titularisation. On a un métier qui nous demande d'être bon tous les 3 jours, parce qu'on a un examen à passer. Donc c'est notre vie. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce circuit-là. C'est vraiment pas un problème. Pourtant, 6 joueurs, 6 professionnels verront s'envoler leurs rêves et leurs copains à la fin de la semaine. Pour certains, rien n'est plus cruel que d'être dans le groupe aujourd'hui et de ne plus y être peut-être samedi. Ouais, c'est cruel, moi. Pour l'instant, on y est, et puis, enfin, je sais pas quand elle sera annoncée la liste des 22. Savoir qu'à 6, on retourne à la maison, c'est vrai que c'est difficile. Il y a des choses de plus importantes dans la vie courante, dans le monde entier, que ça. Je crois que le mot cruel est un peu fort. Tout est cruel dans le football professionnel. Tout est cruel. Vos articles sont cruels, tout est cruel, si vous voulez en ramener. À partir de là, il faut bien se mettre dans la situation d'une grande compétition. Tout professionnel de football, moi j'ai été professionnel de football, je connais tout ça, eh bien nous sommes en concurrence permanente. Et si on n'est pas en concurrence permanente, le joueur ne peut pas donner le meilleur. Heureusement, à l'heure de l'entraînement, les doutes laissent place au plaisir, à la joie de vivre. Car finalement, les joueurs ne sont plus maîtres de leur destin, puisque c'est au seul Aimé Jacquet de choisir et en quelque sorte de ramer en solitaire. À propos de football, la saison des transferts est ouverte. L'Italien Simone restera bien au PSG. Lama va y revenir dans les buts. Et l'Auxerrois Sabri Lamouchi a signé pour 5 ans à Monaco. L'affaire Caroline Dickinson peut être du nouveau dans ce dossier. Le meurtre de cette jeune Anglaise, souvenez-vous, en 1995 à Plaine Fougère en Bretagne. J'y reviens en effet parce qu'un reportage vient de nous arriver de Londres. Les enquêteurs français ont contacté là-bas leurs collègues irlandais pour leur demander de rechercher un suspect dont la photo ressemble beaucoup au portrait robot. Rappelons que l'enquête reprise par le juge Van Ruymbeck n'a rien donné pour le moment. Londres, Étienne Denard. Le petit village de Clifden, c'est ici au mois de janvier dernier qu'une touriste suisse dans l'auberge de jeunesse locale rencontre un ressortissant français. Au cours de leur conversation, l'homme lui aurait dit ne pas pouvoir retourner en France. Très intriguée par son comportement, la Suissesse l'a prise en photo à son insu. De retour dans son pays, la jeune femme note d'étranges similitudes entre le cliché et le portrait robot diffusé par les enquêteurs français en février. Ceux-ci contactent la police irlandaise, mais l'homme a quitté le village en janvier. Les enquêteurs français nous ont effectivement contactés sur cette personne. Nous avons la certitude qu'il a bien fréquenté cette auberge ici à Clifden au mois de janvier, mais pour le reste, nous poursuivons notre enquête. Le portrait robot du principal suspect avait été établi grâce au témoignage de l'un des enseignants de Caroline Dickinson. Les enquêteurs français sont retournés à Loxton en Cornouailles où le juge Van Ruymbeck s'était déjà rendu à plusieurs reprises, muni de la photo prise par la touriste suisse. En regardant le cliché, l'enseignant du collège a admis une ressemblance certaine avec l'homme qu'il a aperçu le jour du meurtre autour de l'auberge de Plaine Fougère. Un suspect très intéressant, mais il n'est pas le seul, commentait aujourd'hui le juge Van Ruymbeck, qui attend désormais de la police irlandaise qu'elle l'aide, près de 2 ans après la mort de Caroline Dickinson, à résoudre enfin cette enquête. Retour à l'actualité maintenant donc avec le Festival de Cannes. Si le Festival de Cannes continue à être la plus grande fête du cinéma, c'est que les organisateurs savent à la perfection varier les genres. Cinéma d'auteur, œuvres d'avant-garde, mais aussi les très grosses productions hollywoodiennes. Et aujourd'hui, les festivaliers ont été servis avec l'arrivée sur la croisette de la star de toutes les étoiles, Bruce Willis. Reportage Aubry Edler, Jean-Baptiste Palazzi. Bruce Willis en passage éclair sur une plage, rien de tel pour donner un coup de chaud au festival. La star à la moue nonchalante et l'enthousiasme discret, cela suffit à la foule, gentiment habituée à apprécier ce qu'on lui donne. La promotion n'a rien laissé au hasard, il faut dire qu'il y a de l'argent à récupérer. Avec un budget de 170 millions de dollars, Armageddon est l'une des superproductions de l'année. Quelques dizaines de journalistes des Vénards ont eu la chance d'assister à une avant-première réglée au millimètre. 45 minutes du film, un clip taille XXL et la promesse d'une rencontre de fond, 2 minutes montre en main avec un Bruce Willis déconcertant.
Jouer ne m'intéresse plus tant que ça. Alors j'essaie de trouver des rôles qui me plaisent. Et il m'a semblé que je m'amuserais en faisant Armageddon. Truffé de superbes effets spéciaux, Armageddon devrait, si vous les aimez, vous rappeler tous les films de science-fiction de ces dernières années. En bref, un astéroïde va détruire la Terre, le monde est perdu, la NASA aussi. Heureusement, Bruce Willis était libre ce jour-là. Vous n'en avez pas marre de toujours sauver le monde? Ouais, ça m'emmerde. Ça ne vaut plus la peine? Franchement, si j'avais le doigt sur le bouton, je ferais tout sauter pour tout recommencer à zéro. On le sait, le business, ça marche bien en faisant la fête. La production, toujours généreuse, a donc organisé une soirée géante pour remercier festivaliers et cinéphiles de passage. Ce soir, Bruce est fatigué, mais la promo est réussie. Le monde entier parle d'Armageddon. La situation politique en Algérie a entraîné beaucoup de vedettes de la chanson à s'expatrier. C'est le cas de Khaled et de Cheb Mami, sans doute les deux artistes algériens les plus populaires en Algérie et en France. Originaire d'Oran, Cheb Mami, la star du rail, a décidé tout de même de rentrer pour quelques jours au pays. Nous l'y avions suivi. Reportage Louis Carzou, Yédar. Longtemps ce ne fut qu'un rêve, aujourd'hui c'est une volonté. Lorsque Cheb Mami retourne à Oran, la ville de ses débuts, ce n'est pas seulement pour chanter ou pour retrouver parents et amis, c'est aussi pour se convaincre que l'Algérie peut sortir de la situation actuelle. Voilà, on est à Oran, on se promène tranquillement. Ça c'est pour les gens qui sont optimistes à leur pays. Et je suis optimiste à mon pays, pour la simple raison que je suis algérien. Et le retour d'un enfant du pays aussi célèbre ne peut pas passer inaperçu, dans les rues d'Oran comme dans le regard de ses habitants. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Bien sûr, ça nous fait plaisir qu'il rentre en Algérie. Il a été élevé ici, c'est ici son pays. C'est normal qu'il vienne voir les siens et son public. La première étape obligée pour Cheb Mami, c'est le studio Master, l'un des temples du rail, où sous la direction de Boualem Benawa, il a enregistré ses premières cassettes, comme Zaya Bilal. Le business du rail, ce genre musical typique d'Oran qui chante l'amour, les femmes et l'ivresse, cela fait 20 ans que Boualem s'y consacre, qu'importe les menaces. Car le patron de Disco Maghreb a aussi été le producteur de Cheb Asni, assassiné devant chez lui en 1994 par des inconnus. Mais aujourd'hui, comme Cheb Mami, Boualem veut croire que le rail peut retrouver toute sa place en Algérie. Que Dieu protège de sa miséricorde Cheb Asni. Et il viendra un jour là devant Dieu. Où il faudra rendre des comptes, où chacun devra répondre de ses actes. L'autre étape obligée pour Cheb Mami, c'est le Biarritz, le cabaret où tous les chanteurs de rail ont fait leur début sur scène. Rail, alcool, mixité, c'est le genre d'endroit qui a tout pour déplaire à certains. De fait, lorsque nous sommes venus avec Mami, le Biarritz venait de rouvrir après 4 ans de fermeture, une fermeture imposée par un incendie criminel. Moi je pense à tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont été égorgés. Il y a des milliers de gens comme ça. Moi ce n'est pas grave, il faut tenir. Et Mami enchaîne avec un classique du rail, dont les paroles disent « Mon sort n'a aucune importance, amenez-moi à ma maison ». Le rappel des titres avant de nous quitter. Les affaires Tibéri, RPR-UDF dénonce un complot du gouvernement pour déstabiliser l'opposition, voire le chef de l'État en personne, Jacques Chirac. L'Assemblée nationale cet après-midi, vote définitif de la loi des 35 heures par semaine. L'opposition a voté contre, la majorité plurielle pour. Voilà, dans un instant, la météo, Sophie Davant. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.